Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie et vous ébranlent au plus profond de votre vulnérabilité? Pourquoi certaines rencontres sont-elles si particulières? Pourquoi laissent-elles une trace indélébile? Vous empêchent-elles de dormir et vous forcent-elles à changer? Selon Carl Jung, ces personnes ne sont pas là par hasard. Elles ne viennent pas vous rendre heureux. En réalité, elles vous blessent souvent. La vérité est la suivante. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous éveiller, et cet éveil est souvent douloureux. Selon Carl Jung, certaines rencontres ne semblent pas être de simples contacts dans le flux de la vie, mais laissent une profonde résonance dans votre monde intérieur et vous obligent à vous confronter à vous-même. Ces personnes n'entrent pas dans votre vie pour vous réconforter, vous valoriser ou vous maintenir dans votre situation. Au contraire, elles touchent des zones de vous que vous avez longtemps ignorées. Jung suggère de prendre le temps d'observer avant de qualifier de destin de telles rencontres, car on ne réalise souvent pas que l'on se trouve dans une scène orchestrée par son propre inconscient. Ces personnes qui entrent dans votre vie ne touchent pas l'identité que vous avez consciemment construite, mais les failles que vous avez dissimulées. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez mal à l'aise en leur présence, si vous vous mettez sur la défensive ou si vous réagissez de manière inattendue. Ces individus s'infiltrent derrière le masque social que nous appelons persona et entrent en contact avec notre véritable nature. La persona, telle que définie par Jung, est le rôle que nous développons pour nous conformer aux attentes de la société. Et avec le temps, nous finissons par confondre ce rôle avec notre véritable moi. Dans ces moments-là, certaines personnes que nous rencontrons nous révèlent la fragilité de ce rôle. Leur présence crée un malaise en nous, qui se manifeste souvent par une tension inexplicable, une colère soudaine ou une vulnérabilité inexplicable. Selon Jung, le problème n'est pas que l'autre personne soit un ennemi. Le véritable problème est qu'elle active une zone refoulée en nous. Par conséquent, la question « Pourquoi cette personne m'affecte-t-elle autant ?» est bien plus pertinente qu'il n'y paraît. Car cette question déplace l'attention du monde extérieur vers les mécanismes internes. C'est précisément là que réside le véritable but de la rencontre. Ces individus ne vous disent pas qui vous êtes. Ils vous montrent qui vous n'êtes pas. Ces rencontres bouleversent vos réactions habituelles, vos mécanismes de défense automatiques et les récits que vous entretenez depuis des années. Ce choc est souvent perçu comme une menace, car on craint de perdre son identité. Jung soutient que la plus grande résistance d'une personne ne s'oppose pas à l'inconnu, mais à ce qu'elle croit connaître. C'est pourquoi ces rencontres sont déstabilisantes. Elles ciblent vos angles morts, non votre zone de confort. Durant ce processus, on a tendance soit à blâmer entièrement l'autre, soit à tenter d'oublier rapidement ce qui s'est passé. Mais selon Jung, la véritable opportunité réside précisément à ce moment-là. Si vous ne considérez pas cette rencontre comme un simple problème extérieur, une porte s'ouvre sur votre monde intérieur. Franchir cette porte demande du courage, car se confronter honnêtement à soi-même est ce qu'il y a de plus difficile. Pourtant, comme le souligne Jung, la véritable croissance commence après ces confrontations. Ces personnes qui entrent dans votre vie n'ont pas à y rester. Elles apparaissent parfois comme un signe, parfois comme un miroir, parfois comme un seuil. Leur rôle n'est pas de vous blesser, mais de vous éveiller. Cet éveil vous amène à remettre en question vos anciens récits et à réexaminer ce que vous pensiez être vrai de vous-même. Pour Jung, il ne s'agit pas d'une perte, mais d'un commencement. Car c'est seulement à travers de telles rencontres qu'une personne commence à prendre conscience de la profondeur de son monde intérieur et fait le premier pas vers son véritable moi. Selon Carl Jung, un autre aspect important de ces rencontres est qu'elles perturbent le récit que chacun a construit sur soi-même. Au fil des années, les individus se construisent une identité qu'ils définissent comme « voilà qui je suis », et ils perçoivent toute remise en question de cette identité comme une menace. Les personnes qui entrent dans votre vie pour vous éveiller agissent précisément à ce moment-là. Elles brouillent les récits qui vous donnent un sentiment de puissance, les mécanismes de défense que vous croyez posséder et les jugements que vous pensez avoir sur vous-même. Ce brouillage est déstabilisant car l'esprit humain aspire à la certitude. La tension psychologique que Jung met en évidence apparaît ici, la dissolution du familier. Cette dissolution crée un sentiment de vide, et la plupart des gens veulent combler ce vide immédiatement. Pourtant, c'est de ce vide que commence la transformation intérieure, car une nouvelle conscience ne peut émerger sans la dissolution de l'ancienne identité. Ces rencontres révèlent aussi la responsabilité de faire des choix. Jung conçoit la maturation individuelle non comme une acceptation passive, mais comme une orientation consciente. Ces personnes qui entrent dans votre vie ne vous disent pas ce que vous devez faire, elles vous placent à un seuil. À ce seuil, soit vous revenez avec vos anciennes réactions, soit vous choisissez d'observer ce qui se passe.
Ce moment d'observation est au cœur de ce que Jung appelait le processus de prise de conscience. Selon Carl Jung, le plus grand défi de la vie est celui de se confronter à son ombre. L'ombre n'est pas une partie de soi cachée parce qu'elle est mauvaise ou erronée. Elle est plutôt la somme des aspects refoulés dans l'inconscient, car non acceptés, réprimés ou jugés inappropriés. Colère, jalousie, vulnérabilité, sentiment de dévalorisation, besoin de contrôle, désir intense d'amour, tous ces aspects peuvent résider dans l'ombre. Plus on évite de les affronter, plus on croit les ignorer. Or, selon Jung, rien de ce qui est ignoré ne disparaît. Cela revient simplement d'ailleurs sous une autre forme. Certaines personnes qui entrent dans votre vie et vous marquent profondément interviennent précisément à ce moment-là. Elles réveillent des aspects de votre ombre dont vous n'aviez pas conscience. Vos sentiments à leur égard s'intensifient alors. Vous développez soit un attachement excessif, soit un malaise inexplicable, car l'autre personne a activé une part refoulée de vous-même. Jung explique cette situation par le concept de projection. Les gens projettent sur les autres des aspects d'eux-mêmes qu'ils ont du mal à accepter et ils commencent alors à lutter contre cette projection. C'est pourquoi on peut se demander « Qu'est-ce qui me met dans un tel état ?» Cette question est souvent posée au mauvais endroit. La véritable question est « Que me révèle cette personne ?» C'est là que commence le processus de confrontation avec son ombre. Cette confrontation n'est pas réconfortante. Au contraire, elle ébranle l'image que l'on s'est construite de soi-même. On aspire à se percevoir comme une personne bonne, raisonnable et équilibrée. Or, l'ombre perturbe ce récit. Selon Jung, l'individuation est impossible sans cette perturbation, car une personne ne peut être entière uniquement grâce à ses aspects positifs. Tant que ce qui est refoulé n'est pas accepté, une tension intérieure persiste. Cette tension se manifeste par des cycles relationnels récurrents, des réactions impulsives et une agitation constante. La confrontation avec son ombre commence par la reconnaissance de ce cycle. Lorsqu'une personne choisit d'observer sa propre réaction intérieure au lieu de blâmer autrui, un seuil important est franchi. C'est précisément cette prise de conscience que Jung met en avant. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de la rendre consciente. Car tant que l'ombre demeure inconsciente, elle nous domine. Lorsqu'elle est reconnue, elle se transforme. Les personnes qui entrent dans notre vie pour nous éveiller sont le reflet de cette transformation. Grâce à elles, des émotions refoulées depuis des années deviennent visibles. Cette visibilité est d'abord perçue comme une menace, car on refuse de voir les aspects de soi-même que l'on considère comme sombres. Mais selon Jung, la véritable obscurité réside dans le déni de ces aspects. Lorsque l'ombre est reconnue, l'individu ne s'affaiblit pas. Au contraire, il développe une plus grande force intérieure, car l'énergie n'est plus gaspillée en répression et en évitement. Dans ce processus, la personne réalise que même si l'autre ne change pas, quelque chose a changé en elle. Les réactions s'apaisent, les mécanismes de défense automatique s'assouplissent et un espace intérieur s'ouvre. Le but de la confrontation avec l'ombre n'est pas d'accroître la souffrance, mais d'accéder à la conscience. Du point de vue de Jung, cette conscience libère l'individu de la fatalité liée au comportement d'autrui. La personne commence à maîtriser ses propres réactions intérieures et non plus les événements extérieurs. C'est le premier signe d'une véritable force. Celle qui affronte son ombre ne se définit plus uniquement par ses qualités. Elle accepte sa totalité. Cette totalité révèle le véritable sens des personnes difficiles qui croisent son chemin. Elle ne représente pas une menace, mais des étapes difficiles, certes, mais nécessaires à la croissance intérieure. À mesure que la confrontation avec son ombre s'approfondit, la personne comprend que la véritable difficulté ne réside pas dans l'existence d'émotions refoulées, mais dans les récits construits autour d'elle. Selon Jung, on masque souvent son ombre derrière des étiquettes morales, en se distanciant d'elle en se disant « je ne devrais pas être comme ça ». Cette distanciation crée une division intérieure. D'un côté, il y a la personne que l'on aspire à être, et de l'autre, les aspects de soi-même que l'on refuse d'accepter. La tension entre ces deux aspects maintient une anxiété constante, rendant la paix intérieure impossible. Lorsqu'un contact conscient s'établit avec son ombre, cette division se dissout progressivement. La personne devient plus honnête envers elle-même. Et cette honnêteté transforme ses relations avec le monde extérieur. Car désormais, la personne se concentre sur la compréhension de sa propre dynamique intérieure, et non sur celle des autres. Jung souligne notamment que l'ombre n'est pas uniquement composée de traits sombres. Ce qui est refoulé n'est pas toujours négatif. Il peut s'agir de force, de créativité ou encore de courage inexploité qui demeure enfoui dans l'ombre. Certaines personnes qui entrent dans votre vie peuvent éveiller ce potentiel caché.
Selon Carl Jung, l'une des plus profondes illusions de l'humanité est de ne pas reconnaître que ce qu'elle croit contrôler la contrôle en réalité. L'illusion de contrôle procure un sentiment de sécurité temporaire. La croyance que tout est planifié, ordonné et gérable est réconfortante. Cependant, Jung soutient que ce sentiment est souvent un mécanisme de défense. Les individus s'accrochent au contrôle pour éviter d'affronter l'incertitude. Ils tentent de maîtriser leurs relations, leurs émotions, l'avenir et même les réactions d'autrui. Les personnes qui entrent dans votre vie pour vous éveiller sont celles qui ébranlent cette illusion. Elles ne se comportent pas comme prévu, elles n'agissent pas dans la direction anticipée et elles perturbent l'équilibre que vous avez établi. Cette perturbation engendre un malaise intense car le sentiment de contrôle est menacé. Selon Jung, ce malaise est davantage le signe d'un conflit intérieur que d'un chaos extérieur. Dans toute situation qu'ils ne peuvent contrôler, les individus se perçoivent comme impuissants. Par conséquent, ils refoulent davantage leurs émotions, tentent de les diriger davantage et réagissent avec plus d'intensité. Mais plus le contrôle augmente, plus la tension s'accroît. Le paradoxe que Jung met en lumière se manifeste ici. Plus on tente de contrôler, plus on perd sa liberté intérieure. Les réactions deviennent automatiques, les comportements se figent et l'individu devient prisonnier de ses propres mécanismes internes. Les personnes difficiles qui entrent dans votre vie rendent ce mécanisme visible. Leur présence révèle ce que vous essayez de contrôler. Peut être votre besoin d'amour, votre désir d'avoir raison ou encore votre peur de l'abandon. Selon Jung, l'illusion du contrôle sert souvent à masquer une peur inconsciente. Lorsqu'une personne pense pouvoir tout contrôler, elle se sent en sécurité. Mais cette sécurité est fragile, car la vie est trop vaste pour être maîtrisée. Face à cette réalité, l'individu a deux options. Soit renforcer encore son contrôle, soit apprendre à lâcher prise. Le processus que Jung appelle transformation commence par la seconde option. Lâcher prise n'est pas une soumission passive, mais un ajustement intérieur. Lorsqu'une personne choisit d'observer plutôt que d'intervenir systématiquement, sa conscience s'élargit. Savoir faire une pause au lieu de réagir est, selon Jung, l'un des indicateurs les plus clairs de la maturité. Car la réaction n'est souvent qu'une répétition automatique d'expériences passées. Lorsque l'illusion de contrôle s'effondre, l'individu réalise que le pouvoir ne réside pas dans la gestion des événements, mais dans le choix de ses propres réactions. Cette prise de conscience est d'abord déstabilisante car elle engendre un sentiment de vulnérabilité. Cependant, cette vulnérabilité donne naissance au vide créatif décrit par Jung. Dans ce vide se développe une nouvelle forme de relation, une nouvelle perception de soi et une structure intérieure plus souple. Les personnes qui entrent dans votre vie pour vous éveiller sont les catalyseurs qui ouvrent ce vide. Grâce à elles, vous réalisez combien il est épuisant de vivre constamment sous contrôle. Cette prise de conscience n'apporte pas de soulagement, elle crée plutôt de la clarté. Selon Jung, la clarté précède la sagesse. Lorsqu'une personne parvient à s'arrêter, elle commence à percevoir clairement le chaos intérieur. Avec l'effondrement de l'illusion de contrôle, on comprend qu'on n'a pas à tout assumer. Certains processus se produisent, certaines rencontres ont lieu, et celles-ci transforment la personne. Bien que cette transformation puisse être perçue comme une perte de contrôle, il s'agit en réalité d'une transition vers un équilibre intérieur. Du point de vue de Jung, cet équilibre rend une personne plus résiliente face aux fluctuations du monde extérieur. Elle n'est plus influencée par le comportement d'autrui. Elle reconnaît son centre intérieur et agit en conséquence. Lorsque l'illusion du contrôle s'effondre, le chaos disparaît et un champ de conscience plus profond s'ouvre. Cet espace permet à la personne d'établir une relation plus consciente avec sa propre vie, et c'est là que se fait le premier pas vers la véritable liberté. À mesure que l'illusion du contrôle s'effrite, la personne se heurte à une vérité qu'elle a longtemps ignorée. L'incertitude n'est pas l'ennemi. Selon Jung, ce qui freine le développement spirituel d'une personne n'est pas l'incertitude en elle-même, mais l'intolérance à son égard. Le besoin de contrôle découle de cette intolérance. On croit être en sécurité lorsqu'on peut tout prévoir. Or, le cours de la vie ne correspond pas à cette attente. Certaines personnes qui entrent dans notre vie rendent cette incompatibilité visible. Elles perturbent nos projets, remettent en question nos certitudes et nous confrontent à l'inconnu. Bien que cette confrontation puisse initialement être perçue comme une menace, selon Jung, c'est précisément à ce moment que l'âme commence à s'épanouir. Car le contact avec l'inconnu repousse les limites du moi et conduit à une structure intérieure plus souple. Dans ce processus, on réalise que le besoin de contrôle s'exprime souvent par la peur. L'esprit qui cherche à contrôler produit sans cesse des scénarios, amplifie les dangers potentiels
et projettent les expériences passées dans le futur. Jung soutient que cette activité mentale est étroitement liée aux insécurités inconscientes. À mesure que l'illusion du contrôle se dissipe, ces voix se font plus claires. On franchit un cap important lorsqu'on apprend à écouter cette voix intérieure au lieu de tenter de la faire taire, car cette écoute permet de reconnaître les peurs et les besoins refoulés. Selon Carl Jung, la souffrance n'est ni une erreur survenue dans la vie, ni un défaut à corriger. C'est un message puissant de l'inconscient. On perçoit souvent la souffrance comme un échec personnel, et l'on cherche à s'en débarrasser au plus vite. Or, Jung affirme que cette approche ne fait qu'amplifier la souffrance. Car la souffrance révèle son sens non pas lorsqu'on la refoule, mais lorsqu'on l'écoute. Les personnes qui entrent dans votre vie pour vous éveiller s'expriment souvent à travers la souffrance. Par leurs paroles, leurs actions ou leur absence, elles ébranlent quelque chose en vous. Cet ébranlement ne concerne pas seulement l'autre personne. Il rend visible une tension profondément enfouie dans votre monde intérieur. Selon Jung, la souffrance est la manière dont l'âme attire l'attention. Elle signale que les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Par conséquent, les épreuves douloureuses, bien que souvent perçues comme une fin, marquent une transition sur le plan psychologique. Lorsqu'on rejette cette transition, la souffrance se prolonge. Lorsqu'on l'accepte, elle prépare le terrain à la transformation. Le message que porte la souffrance est généralement le suivant. La structure de soi que vous avez construite jusqu'à présent ne vous protège pas. Vos mécanismes de défense habituels, vos réactions automatiques et votre monologue intérieur sont devenus inefficaces. Jung explique que face à la douleur, une personne manifeste deux tendances. Soit elle externalise complètement sa douleur et en rejette la faute sur autrui, soit elle la refoule et tente de paraître forte. Dans les deux cas, le message reste inaudible. Pourtant, la douleur ne cherche pas de coupable, elle exige de l'attention. Les personnes difficiles qui entrent dans votre vie sont des déclencheurs qui orientent cette attention vers l'intérieur. Grâce à elles, vous commencez à prendre conscience de ce que vous craignez de perdre, de ce à quoi vous vous accrochez et des besoins insatisfaits. Ici, la douleur n'est pas un ennemi, mais un guide. Dans l'approche de Jung, ce guide est exigeant, mais honnête. En examinant la source de votre douleur, vous réalisez souvent que vous avez transgressé vos propres limites ou constamment remis à plus tard vos propres besoins. Cette prise de conscience est déstabilisante, car elle vous oblige à vous défaire de votre rôle de victime. Mais selon Jung, ce lâcher-prise est une étape essentielle du processus d'individuation. Lorsque la douleur est perçue, la personne ne se contente pas d'attribuer ce qui lui est arrivé au destin ou à la malchance. Elle observe plutôt les portes que ces expériences ouvrent dans son monde intérieur. Cette observation n'atténue pas immédiatement l'intensité de la douleur, mais lui confère un sens. Une douleur qui prend sens ne consume pas. Jung affirme qu'une douleur dépourvue de sens brise l'âme. Ainsi, lorsque le message véhiculé par la douleur est reconnu, la personne commence à se poser des questions différentes. La question « Pourquoi ai-je tant souffert ?» est remplacée par « Que me révèle cette douleur ?» C'est de ce changement que naît le pouvoir transformateur de la douleur. Les personnes qui entrent dans votre vie pour vous éveiller sont celles qui vous amènent à vous poser ces questions. Elles semblent ne pas vouloir vous nuire, mais vous repositionner intérieurement. Selon Jung, la douleur ne diminue pas la personne. Elle l'appelle à une dimension plus profonde de son être. Celui qui entend cet appel commence à percevoir la douleur non comme un obstacle, mais comme une étape de sa croissance intérieure. Ainsi, la douleur cesse d'être destructrice et se transforme en une expérience qui enrichit la conscience. Lorsque le message véhiculé par la douleur s'approfondit, selon Jung, l'une des acceptations les plus difficiles pour un être humain se présente. Certaines douleurs ne sont pas ressenties parce qu'on a mal agi, mais parce qu'on s'engage sur la bonne voie. L'âme humaine est attachée à ses habitudes. Elle considère ce qui lui est familier comme rassurant. Ainsi, lorsqu'une transformation intérieure commence, les anciennes structures se délitent, et ce délitement engendre la douleur. Les personnes qui entrent dans votre vie et vous bouleversent sont souvent les déclencheurs de ce délitement. Elles rendent visibles les liens, les croyances et les attentes qui ne vous servent plus. Selon Carl Jung, le véritable cheminement d'une personne commence non pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Ce cheminement est appelé individuation. L'individuation est le processus qui consiste à cesser de vouloir ressembler aux autres et à entrer en contact avec sa propre vérité intérieure. Ce processus n'est pas une illumination soudaine. Il est souvent complexe, éprouvant et déstabilisant. Car l'individuation exige de chacun qu'il déconstruise, une à une, les idées fausses qu'il a entretenues sur lui-même pendant des années. Les personnes qui entrent dans votre vie pour vous éveiller sont les signes les plus visibles de cette dissolution. Grâce à elles,
Les masques sociaux que vous appelez persona perdent leur fonction. Les rôles que vous jouez pour paraître fort, vous conformer ou être accepté, ne vous protègent plus. Selon Jung, le malaise ressenti à ce stade n'est pas une régression. C'est l'indication que la transformation a commencé. Lorsqu'une personne perd son ancienne identité, elle ressent un vide. Ce vide est effrayant car la structure du moi à laquelle elle est habituée se dissout. Mais Jung définit ce vide comme un espace créatif. Le nouveau ne peut émerger que lorsque l'ancien se désintègre. C'est précisément à ce stade que le processus d'individuation s'approfondit. La personne commence à agir non plus selon les attentes d'autrui, mais selon ses propres valeurs profondes. Il ne s'agit pas d'une rupture égoïste, mais d'une connexion plus authentique. En se reconnectant à elle-même, la personne transforme ses relations aux autres. Elle recherche moins l'approbation, établit des limites plus claires et fait des choix plus conscients. Selon Jung, la transformation ne s'opère pas par une démonstration de force spectaculaire, mais par une réorganisation intérieure silencieuse. Dans ce processus, la personne réalise que le pouvoir ne réside ni dans le contrôle, ni dans la résistance, mais dans la reconnaissance de ses propres conflits intérieurs. L'individuation consiste à restructurer la relation à l'ombre, à la douleur et à l'incertitude. Les émotions refoulées ne sont plus des ennemis, mais des guides. En acceptant ces contradictions, la personne développe un moi plus complet. C'est ce que Jung appelle l'intégration. Un équilibre s'établit entre la lumière et l'ombre. Cet équilibre rend la personne plus flexible et résiliente. Les personnes qui entrent dans votre vie et vous bousculent jouent un rôle important dans le développement de cette résilience. Elles vous révèlent les domaines où vous vous êtes abandonné, les moments où vous vous êtes éloigné de votre vérité intérieure. Cette prise de conscience peut d'abord susciter de la culpabilité ou des regrets. Mais selon Jung, ces sentiments sont passagers. Seule la conscience acquise est véritablement permanente. La transformation ne consiste pas à effacer le passé, mais à le comprendre sous un jour nouveau. L'individu ne perçoit plus ses expériences comme une tragédie personnelle, mais comme une étape de son développement spirituel. Cette perspective le libère du rôle de victime. Il se préoccupe davantage de ce qu'il fait de sa vie que de ce que la vie lui fait subir. Dès lors, une liberté intérieure émerge. L'individu réalise qu'il n'a plus besoin d'être compris de tous. Selon Jung, cette prise de conscience est le signe silencieux de la maturité. Selon Carl Jung, la sagesse est silencieuse. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves, elle ne cherche pas à se faire remarquer. La sagesse tranquille se développe après un long voyage intérieur et est souvent imperceptible de l'extérieur. Cette sagesse ne consiste pas à débattre de l'identité des personnes qui nous entourent, mais à comprendre ce qu'elles suscitent en nous. À un certain moment, on réalise que toute rencontre n'apporte pas de réponse. Certaines ne font que soulever les bonnes questions. C'est précisément là que Jung définit la maturité. La personne ne cherche plus à comprendre ou à contrôler rapidement ses expériences. Elle choisit le silence, l'attente et l'observation. Ce silence n'est pas une fuite, c'est un état de paix intérieure. Lorsqu'une personne trouve son équilibre intérieur, les fluctuations du monde extérieur ne la perturbent plus comme auparavant. Des personnes difficiles croisent toujours son chemin, des déceptions surviennent, des incertitudes persistent, mais celles-ci ne peuvent plus ébranler son être. Selon Jung, cette résilience ne provient pas d'un endurcissement, mais d'une flexibilité. La sagesse tranquille naît de l'honnêteté envers soi-même. Vivre sans nier ses sentiments, sans en être esclave, se nourrit de cette sagesse. On sait qu'il n'est plus nécessaire de réagir à tout. Certains mots sont entendus sans réponse, certains comportements observés sans être intériorisés. Quand on cesse de lutter contre la vie, on commence à la comprendre. Cette compréhension se manifeste non par de grandes déclarations, mais par de petits choix. Savoir quand parler et quand se taire, être capable de choisir ce qu'on emporte et ce qu'on laisse derrière soi, voilà d'où naît cette sagesse. La sagesse silencieuse n'élève pas l'individu, elle le simplifie. Par cette simplification, on n'exagère pas le rôle de ceux qui entrent dans notre vie, ni on ne se perd après le départ de ceux qui la quittent. Quand on apprend à s'appuyer sur son centre intérieur, les événements du monde extérieur ne perdent pas leur sens, ils perdent simplement leur emprise. Selon Jung, c'est la véritable liberté, paisible, humble et profonde. Pour celui qui atteint ce stade, la vie n'est plus un champ de bataille, mais une expérience consciente. Cette expérience se nourrit de sagesse intérieure. À mesure que cette sagesse s'approfondit, on réalise qu'il n'est plus nécessaire que tout soit immédiatement clair. Selon Jung, ce besoin correspond à l'impatience de l'enfant. Un esprit mûr permet à certaines questions de rester longtemps sans réponse. Cette ouverture n'est pas un encombrement mental, mais une ouverture spirituelle.
Lorsqu'on cesse de percevoir chaque incertitude comme une menace, une nouvelle sérénité s'installe en soi. Cette sérénité ne provient pas d'une amélioration des conditions extérieures, mais d'une simplification des attentes. La vie n'est plus perçue comme un problème à résoudre constamment. Certaines expériences sont vécues, d'autres révèlent leur sens avec le temps. Ce que Jung appelait sagesse, c'est précisément cette capacité à faire confiance au temps. Dès lors, on est également libéré du besoin de se justifier sans cesse. On sait qu'il n'est pas nécessaire de dire à tout le monde ce que l'on ressent ni de justifier chaque décision. La sagesse intérieure se renforce en privilégiant la validation intérieure à la validation extérieure. Selon Jung, c'est un signe important de la maturation de soi. La personne ne craint plus autant d'être incomprise qu'auparavant, car elle reconnaît sa propre réalité intérieure. Cette reconnaissance lui permet d'adopter une position plus claire dans ses relations. Elle ne s'impose pas, mais ne s'efface pas non plus. Sa présence est discrète, mais solide. Cette solidité équilibre l'influence des personnes qui entrent dans sa vie. Elle ne les idéalise, ni ne les dévalorise complètement. Savoir laisser chaque rencontre là où elle est une autre facette de la sagesse silencieuse. Avec le temps, on ressent sincèrement que la vie n'est pas une scène permanente où il faut faire ses preuves. Selon Jung, la maturité se mesure non pas à des critères extérieurs, mais à l'harmonie intérieure. La sagesse silencieuse est le reflet de cette harmonie au quotidien. La personne parle moins, ressent davantage. Elle intervient moins, observe davantage. Cet état n'est pas de la passivité, c'est une simplicité consciente. Les gens vont et viennent, laissant leur empreinte. Mais ces empreintes ne perturbent plus la personne. Chaque expérience trouve sa place comme une étape naturelle de son cheminement intérieur. Selon Jung, celui qui atteint ce stade ne cherche pas à contrôler sa vie. Il s'harmonise avec elle. De cette harmonie naît une sagesse silencieuse qui permet à chacun de garder son équilibre, même au cœur du chaos extérieur. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.